Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Temps Mort Show. Je suis Ali, votre présentatrice préférée. Préféré. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il l'attend depuis l'extérieur. Ah ouais, il y a des crooners ici. Il y a des crooners. C'est ça. Attends, ça fait quasiment un mois, les amis. Hello. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas été au complet. Voilà. Mais avant de commencer l'émission, s'il vous plaît, j'ai un truc à dégainer. Oh ouais. Let them fucking know. Chaque victoire des Cavs, je vais le célébrer. Voilà, vous allez le voir tous les jours. Alors. Ah, t'avais caché ton jeu. Je te jure. On voit l'aspiration. C'est dingue, commence ça. pas. Après le match du Congo, le truc, etc. Ouais. Mais tu on va faire ça. Allez, les Bon, Cavs. On va pour le titre, s'il vous plaît, merci. Montez dans le train, il n'est jamais trop tard. Ouais. Tu m'aurais dit monte dans l'escalator en parlant de paroles véritables avec les 100 000 abonnés. Félicitations une fois de plus. J'aurais compris. Justement, le bon ouvert quand même. Les 100K. Et l'air de rien aussi, il y a quelqu'un aussi qu'on doit féliciter, parce que c'est les 1 an aussi de Talk with Italy. Oui, donc voilà. Célébration. Ça fait 1 an qu'elle est dans le milieu. Donc bien évidemment, on s'en sait faire. Félicitations encore une fois. Commence pas. Une demoiselle, tu t'as parlé de fleurs, c'est toi qui as dit. Non, mais voilà. Charlotte, t'avoue quand même. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de briques non plus. Ouh. Je quitte. Tu veux déjà quitter? Tu veux déjà quitter? Oh, déjà quitter, c'est un nom de famille. Il y a que les anciens qui vont rigoler. Quand vous aurez des enfants comme nous, tous les déjà quittés, je vous aime. Non, l'ambiance au rendez-vous déjà. D'ailleurs, dédicace à Diamori Diakité. Voilà. Toi, tu peux faire une dédicace chaque émission. Si on commence ici, là. Ouais, laisse tomber. Jamais. Tu vois, une dédicace comme un Congolais, tu vois. Lui, il est dans ça. Tu vois? Il est dans ça. Il est congolais dans l'âme. T'as pris tes places? Tu sais qu'on m'a déjà appelé le Oreo inversé. On a pris nos places, évidemment. Oh my goodness, wow. Même du Dombolo, tu vas voir comment il danse. Moi, je le dis. Moi, je le dis. On va déjà partir déjà ou je sais pas. Les amis, l'ambiance, elle est bonne, non? L'équipe est au complet. On peut célébrer ça quand même. Non, l'Oreo inversé, ok, tu vas débloquer tout ça dans un autre épisode, toi. Je vais débloquer ça dans un autre épisode, toi. J'ai hâte de poser des questions là-dessus, carrément. Oula! Quand tu seras interviewé, Angelo, quand tu vas passer sur la table des invités, ça va bien se passer pour toi. Ça va bien se passer? Tout va bien se passer, comme on dit. Tout va bien se passer. Bref, là, on a un menu, un gros menu, quand même, hein. Un gros menu. T'aimes beaucoup les menus, Ça manque de briques, mais bon. Gros monde. Oui, vas-y, moi je parle même pas carrément. Mais tu sais que nous, on garde les comptes, hein. Tu nous dois des briques. Tu as déjà été... le tribunal a déjà rendu son verdict. Tu nous dois des briques. T'as des preuves? Ah non, mais nous on est j'ai les preuves. Tu veux qu'on a... Ah donc tu veux doubler? Non mais... En cours de cassation. Non, mais tu sais pas que nous on les compte brique par brique. Brick Brick by brick, vraiment. Bon, fatiguons pas les gens qui nous regardent. Lance le... Ouais, mais faut qu'ils s'abonnent. Ah ouais, c'est ça. Non, tu Abonnez-vous. vois, tu vas faire encore prendre des briques. T'as vu? Ah mince. Il a des Attends, j'ai glissé ça. Et vous êtes là. Non. Il a mis la peau de banane là, comme dans Mario Kart. Non, attends. C'est lui qui nous a ramené des plats finalement. Regarde. Miss, tout le monde là, t'as fait non. Non. Il y a des plats grecs intéressants aussi là que, hein. Oui. Ah, écoute, je vais pas dire non. Ah, ben oui, fais-les, du coup. Pour l'instant, j'ai pas commis d'impair. Laissez-moi tranquille. J'ai pas commis d'impair. Ali, c'est quoi le programme aujourd'hui? Non, mais attends. Abonnez-vous. Non, mais parce qu'elle a dit. Non, on revient encore. Abonnez-vous, activez la cloche, tout. Allez sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes de streaming. On est là. S'il vous plaît. Du coup, je peux annoncer le menu? Vas-y. Il y a des briques dedans? Non, excuse-nous. Vas-y. L'entrée. Non, c'est une entrée. Mais en même temps, c'est le plat de consistance. Bref, premier plat. Même dessert. Entrée, plat, dessert. Tout. Il y a 8 entrées en fait. Il y a 8 plats, il y a 8 desserts. Là. Très grave. Ouais, c'est clair. On décortique les 8 séries du premier tour de play-off en NBA. Ensuite, deuxième plat, le play-in de l'Euroleague. Il y a des matchs qui vont tout changer avant le quart. Dessert, la Coupe de France. Le Mans contre Monaco à Bercy. Ah, Monaco, vraiment. On en aura parlé cette année. Hein. Ah quelle ouais. saison? On va parler de Ligue. Hein, donc, là, il faut même nous inviter, les gars.
Moi, je sais pas. Invitez-nous. Vous êtes prêts? On est prêts, let's go. Let's go. Du coup, ça y est, on a le bracket complet du premier tour. À l'Est, on a les Pistons contre le Magic, les Celtics contre les Sixers qui sont en train de jouer là actuellement. Là. J'entends des petits rictus. Bref. C'est quoi le score? C'est moins 20. C'est Mais de toute façon, est-ce qu'il y avait un doute même? Bref. Non. Passons. Les Knicks contre Atlanta, les Cavs, les merveilleux, les très beaux, les talentueux, les resplendissants, tout ce que vous voulez, contre les gens de Toronto là. À l'Ouest, on a OKC contre les Suns, les Spurs contre Portland, les Nuggets contre les Loups-Garous. Et j'allais oublier les Lakers, pardon. Les Lakers contre Houston. T'as vu comment elle t'a regardé, mais avec une sincérité. Genre, non, mais... te flex ta part de moi. Non, mais c'est parce que bon. Non, mais t'inquiète pas. Je suis un Laker lucide. On a les premiers résultats qui sont tombés. Les Knicks ont battu Atlanta en game 1. Les Cavs. C'est une victoire, c'est le game 1 du premier tour. J'ai l'impression qu'ils vont gagner le titre. Tu dois promettre que tu tomberas pas en dépression quand ils seront éliminés. Tu dois juste promettre ça. Parce que nous, on va pas te louper. On va pas te louper. Parce qu'on a besoin de. Regarde, tu vois comment tu es rayonnante là, tout de blanche vêtue. Tu dois être, s'il te plaît, aussi rayonnante, même si les Cavs y perdent. On peut pas avoir une Ali dépressive sur le plateau simplement parce que tout dépend de ce qui se passe là-bas. C'est très grave. Tu veux commencer par cette série là? Non. Non, c'est quoi? Viens, on s'en débarrasse. Viens, on fait les caches tout de suite là. Viens, on s'en débarrasse. Commençons. Non. On commence comme dit mon ami Coco, calme-toi, t'es pas calme, Ali. Donc, tu voulais commencer par laquelle? Non, mais elle a commencé, la première truc qu'elle a annoncé, c'est New York. Déjà, moi, je voulais. Ouais, vas-y. New York, Atlanta. Bon. C'est le premier score qu'elle a annoncé. Donc, première victoire de New York. Moi, honnêtement, New York, Ali, dis ton truc. Non, mais j'attends rien. Forcément. 113, 102. Alors, donner le score. Je veux dire ce que je pense de New York Atlanta. Sans prendre même le match en compte, mais dans le global, je pense que ça peut être une série qui peut ressembler un peu à une série comme l'année dernière. New York Détroit. Dans le sens où Atlanta, c'est une équipe, la deuxième partie de saison qui a été très bonne. C'est une équipe qui est jeune, qui n'a rien à perdre encore une fois. C'est une équipe maintenant qui s'est, je veux pas dire débarrassé parce que ce serait manquer de respect ce qu'il a fait pendant toutes ces années, mais Trae Young est parti, il y a du renouveau. C'est débarrassé. Non, ok. Comment ils ont fait là, c'est se débarrasser. Oui, on a maintenant un type de joueur comme Alexander Walker qui fait partie des favoris au titre du MIP. On a maintenant sur le banc un Jonathan Kuminga qui va retrouver du temps de jeu et qui retrouve du plaisir à jouer, un CJ McCollum qui a de l'expérience. Et donc c'est une équipe qui faut faire très attention parce qu'ils ont une très bonne forme en ce moment et je serais pas choqué si Atlanta arrive à prendre au moins 2 matchs. Je t'interromps juste 2 secondes parce que j'insiste sur le fait qu'ils se sont débarrassés de Trae Young parce que Atlanta cette année ils ont battu leur record de shoot à 3 points. C'est-à-dire qu'il y avait Trae Young et c'est quand Trae Young part que vous battez le record de shoot à 3 points. Ça veut dire quelque chose. Mais après, c'est une des rares fois aussi où Atlanta ne joue pas le play-in. Parce que Atlanta avec Trae Young, ils jouaient systématiquement le play-in. On rappelle que sur la saison, Atlanta a battu 3 fois New York. 3-0. Le game 1 a été remporté par New York. Ça, pour moi, c'est logique. Que New York gagne la série, que New York, moi, j'attends pas plus de New York. New York est 3e. New York a été en finale de conf l'an dernier. C'est normal que New York gagne cette série. Maintenant, pour moi, je donne déjà mon verdict sur cette série-là. 4-2 New York. Pour moi, Atlanta prendra 2 matchs à New York. Okay. Contre New York, en global. Quand tu es à New York, c'est contre New York. Mais je pense que ça peut pas aller mieux, de toute façon. C'est une série qui sera un peu plus compliquée, je pense, que prévu pour les Knicks. Le problème, c'est que les Knicks sont hyper dépendants de leurs 5 majeurs. Et donc, t'as eu un 5 majeur très performant lors du match 1. Je vais vérifier vite fait, mais ouais, tu vois, personne à moins de 11 points. Donc, t'as tous tes starters qui performent comme il faut. Anunoby 18, Josh Hart 11, Towns 25, Bridges 11, le one-two punch Bronson, Towns et Bronson. Surtout, personne joue plus de 38 minutes.
ce qui peut aussi être un élément d'impact dans la continuité non seulement de cette série mais des playoffs, parce qu'on sait que ils sont arrivés un petit peu cramés en finale de conf la saison passée avec le coaching de Thibodeau qui ride or die jusqu'à la mort à 5 à 6. Parce que c'est un Rough Rider. Exactement. Mais tu vois comme quoi ils peuvent apprécier de temps en temps. Mais moi le problème que j'ai, c'est la production du banc d'Atlanta sur ce match 1 pour pouvoir exister. D'accord. Tu vois, pour pouvoir exister face aux Knicks, Atlanta n'aura pas la même frappe, la même puissance de feu en comparaison directe 5 majeurs à 5 majeurs, mais au niveau de l'alchimie collective, notamment de cette fin de saison qui a été très séduisante, et c'était tout simplement sur les 3 derniers mois de compétition, Atlanta, une des 3 meilleures équipes de la conférence Est, et donc pour pouvoir se donner une chance en play-off sur une série répétitive, donc face au même adversaire, potentiellement sur 7 matchs, si tu arrives à pousser à son paroxysme ton basket, tu dois compter sur tout le monde. Donc un Kuminga à seulement 8 points en 27 minutes, non pas qu'il faut mettre toute la responsabilité sur les épaules de Kuminga en sortie de banc d'emmener Atlanta vers la victoire, mais il doit être un facteur X, il doit être un élément perturbateur en classe. Ah ben là, tu vois ce que je veux dire, c'est Steve Kerr, il est en train de boire du petit lait en nous regardant comme ça. Non, parce qu'il a été très bon quand il est arrivé à Atlanta, et je pense surtout que Steve Kerr, ce qui se passe avec Kuminga par la suite ne justifiera en rien le traitement qu'il a reçu du côté de Golden State. Faut pas non plus. Donc, tu vois, et c'est qu'un seul match. Attendons. C'est pour ça que je dis. Voilà, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est on fait le bilan du premier match. Et le bilan du premier match, il est assez clair. Pas suffisamment de profondeur d'Atlanta pour pouvoir venir chicoter des Knicks au Madison Square Garden sur un match 1. Le 5 majeur de New York, plus expérimenté, plus prêt à la bagarre. McCollum, certes, fidèle à lui-même et 26 points. Voilà, 26 points et il a connu ces moments-là. J'ai envie de dire, personne s'est vraiment raté. T'as un Dyson Daniels qui a été assez discret, mais après on sait très bien que lui, au niveau des munitions qui sont les siennes sur un match, quand t'es entre 6 et 10 tirs tentés par match, ça peut très bien tourner à la performance en double figure parce que t'es à 60% de réussite. Comme ça peut tourner aux 4 petits points comme il a fait là parce que t'es à 2 sur 7. Ouais, mais on faut rappeler les 11 passes et 9 rebonds. Voilà, donc, mais c'est pour ça, si tu veux, je trouve pas qu'il a raté son match. C'est dans la distribution des munitions, voilà. Mais c'est le banc. Ça se joue au banc parce que les 2-5 majeurs des deux équipes ont été performants. Les Knicks un peu plus. Comment tu peux compenser ça quand t'es Atlanta? C'est un effort de chaque instant. Comme une équipe de Portland qui joue à 10. Parce que c'est rare, tu vois. Les équipes qui ont cette volonté de donner des opportunités à plus de monde, Atlanta fait partie de ces équipes, doit faire partie de ces équipes. Et c'est le seul moyen pour eux de réussir. Justement, c'est là, moi je suis d'accord avec toi parce que je regarde aussi le Zachary Ressaché et ça fait, c'était triste un peu. Et j'ai vu un peu même des actions, je crois, il y a une action moi qui m'avait pas plu, un tir forcé où il fait un airball ou. Ouais, mais quand tu joues moins de 3 minutes. Oui, je sais, mais là on arrive sur un autre moment de la saison, c'est les playoffs. Donc forcément, là tout va être regardé au centuple. Ça veut dire que là il y a moins de secondes chances ou de quoi que ce soit. Tu joues 2 minutes, on te met sur le côté et même tu sens que, moi quand les camarades étaient sur lui, tu sentais qu'il était pas qu'il avait peur, je vais pas dire ça comme ça, mais tu sens qu'il était pas prêt. Il est pas dedans. Ouais. Oui, mais voilà. Et ça, attention, je dis que pour moi, le match contre New York, là, Atlanta, c'est encourageant pour la suite, mais attention à régler vite les petits détails, parce que si tu peux prendre un match à New York, un partout, t'arrives Game 3 Atlanta avec une victoire à New York, t'es beaucoup mieux. C'est ça, je le dis, et ça va être intéressant parce que si New York prend 2-0, ils vont arriver en confiance à Atlanta. Il faudra gagner les 2 matchs pour exister. On le sait, l'année dernière, Game 4, New York prend le Game 4. Ça passe à 3-1 au lieu d'un 2-2, on sait ça, c'est juste un détail près, ça change toute la série. Quand tu vas dans un Game 5 à 2-2 ou tu vas dans un Game 5 à 3-1, c'est pas la même chose. Ouais. Attention, je dis bien attention, New York, faut pas se laisser aller. Pour moi, c'est une série qu'ils doivent gérer. Ils ont des objectifs qui sont haut placés, c'est finale de conf l'an dernier, donc ils doivent y retourner. Ils sont 3e, il y a un second tour potentiellement contre Boston qui les attend. Donc, c'est le moment aussi de bien gérer, de montrer que, ok, l'année dernière, on est parti en finale de conf, mais on va vous remontrer qu'on est capable d'y aller. On va gérer ce premier tour assez aisément, on va pas mettre beaucoup d'énergie dedans, mais c'est le moment aussi de montrer que Game 2, Game 3, Game 4, il faut essayer de finir vite. Clairement, mais si cette série dure, ils vont se faire étrier contre Boston. Étrier. Mais tu as quoi comme pronostic, toi? Mais clairement.
On va donner du respect à New York parce que c'est finale de conf l'année dernière. Autant c'est une bonne équipe. Atlanta, t'as expliqué. Le 5 majeur est efficace. Effectivement, il faut que le banc produise plus, etc., etc. Mais normalement, New York doit se débarrasser de ça. Ils finissent la saison très fort. Allez, 4-1, 4-2. New York doit plier ça. Je vais vous donner ce respect-là, les New-Yorkais, vous devez plier ça. Mais même 4-2, etc. Pour moi, 4-2, c'est déjà... 4-2, c'est beaucoup. 4-2, c'est beaucoup. Mais vas-y, c'est le premier tour, vous pouvez y aller tranquillement, perdre un match ou deux, mais pas plus, quoi. Okay. C'est quoi vos pronostics, du coup, pour cette série? Allez, moi, je suis Mills. Moi, je pense que ça va en 6 matchs. Je pense que Atlanta... Pour la série? Non, que Atlanta va prendre 2 matchs. Non. Je vois pas New York s'écrouler, mais je vois New York y laisser plus de plumes qu'il ne faudrait. Okay. Et c'est lié au style de jeu de l'équipe. La seule chose qui pourrait, entre guillemets, influencer à ce que ça se passe moins bien pour Atlanta, c'est s'ils oublient leur basket. C'est-à-dire que maintenant qu'ils arrivent en play-off, ils oublient toutes les qualités qui leur ont permis de faire la belle série de fin de saison, où ils ont enchaîné les victoires, ils ont pu faire un push pour s'éviter justement les aventures du play-in. Ça se joue sur l'homogénéité. Si le banc n'est pas plus productif, un Rizaché à 3 minutes, moi ça m'inquiète. Et le problème dans la dynamique des playoffs, c'est que les rotations se rétrécissent. Même si t'as une philosophie de donner de la viande à tout le monde, les rotations se rétrécissent. Et quand t'es un mec qui jouait 25 minutes, 20 minutes, ça passe à 15-10. Quand t'étais un mec qui jouait 28-30 minutes, ça passe à 37-40. C'est comme ça que ça se passe en play-off dans tous les championnats. C'est pas unique à la NBA. On n'est pas en train de vous parler simplement de oui, en NBA c'est comme ça. Betclic Elite, Euroleague, ce que vous voulez. Ça se rétrécit. Donc, moi, une petite sur New York, 102 points encaissés quand même. New York, vous êtes censé être une équipe défensive. Mais c'est très correct. Dans la NBA actuelle, 102 points, c'est très correct. Bien sûr, mais vous êtes censé être une équipe défensive. C'est-à-dire que... Écoute... J'en attends un peu plus défensivement. Pour moi, ça va être... c'est leur ADN, hein, c'est leur truc, c'est censé être ça. Donc, Atlanta est à 38% à 3 points. Tu vas dire ça reste très correct, mais en comparaison aux Knicks et surtout à la dynamique actuelle d'Atlanta qui était au-dessus des 42%, 43% sur la fin de saison, t'as quand même une influence, on va dire, assez visible en comparaison notamment à ce que Atlanta a pu faire en retour, en défense, 48% côté Knicks. Et globalement, t'as une adresse pour Atlanta en dessous des 44%, sur 87 tirs tentés, et t'as 63% au lancer. Ouais. Tu vois, c'est quand même... Je trouve pas qu'ils ont été dégueux défensivement. Je pense que ça a été un match sérieux. Pas dégueu. Mais moi, je vous attends là-dessus. Juste entre parenthèses, j'ai une grosse erreur tout à l'heure. New York n'a pas perdu tous les matchs pour Atlanta. Il y a eu 2-1 New York dans les confrontations directes en saison régulière et pas 3-0 comme je l'ai annoncé. Après. Je parle de Détroit peut-être. Ouais. Hein? Je confonds avec Détroit peut-être. C'est possible. Non mais après, Jalen Johnson aussi. J'ai envie de voir ce qu'il va montrer aussi. Il va être All-Star, donc c'est quelque chose à confirmer, hein, tout simplement. Et est-ce que tu penses que, justement, on parle de Daniels, est-ce que tu penses qu'il a la capacité défensive pour embêter Jalen Brunson sur cette série-là? Le problème, en fait, capacité, oui, capacité, non. Dans le sens où tout dépend de la volonté de Brunson de simplifier son jeu par moment. Parce que, pour moi, la qualité des tirs influence énormément le pourcentage. Et donc, comment est-ce qu'on traduit un match où Brunson mange la feuille, dribble sur place, prend des tirs en isolation, où c'est dribble, step back, et les tirs donc ne rentrent pas autant, le pourcentage est baissé. Est-ce qu'on va vraiment dire que c'est un mec qui l'a arrêté, ou est-ce que c'est Brunson qui a déjoué? Parce que j'ai plus envie d'avoir cette dynamique. Moi, quand je te dis défensivement, moi je vois des trucs comme ça me rend fou. Oui. On est à New York ou regardez cette action. Oui. Vous voyez pas à la télé, tant pis. Début de match un peu coton, mais c'est des playoffs. Normalement là, tu te manges une balayette.
Ouais. Mais tu sais très bien que dans l'ADN défensif, t'as pas la même fiabilité qu'avec Thibodeau. Ça, tu le sais aussi. Bah, Mais offensivement. Est-ce qu'il en reste un peu? Mais offensivement, t'es supposé avoir plus de variété, plus d'options. Et c'est pour ça, et vous vous souvenez. Moi, je vois des GNP, là, ça me fait un peu. Non, mais le problème, Flexa, il est ailleurs, et c'est pour revenir sur ce que tu dis, Mills. La vérité aussi. le problème par rapport à New York, c'est que, on a mentionné le fait que sous Brown, on aurait dû voir peut-être un jeu plus florissant, plus axé sur le mouvement de balle, quelque chose de plus similaire à ce qu'on avait pu voir du côté de Sacramento. Et quand t'avais De'Aaron Fox, tu t'es appuyé sur ça. Maintenant, t'as Brunson. Surtout qu'avec un Anthony Towns capable d'écarter le jeu, d'allumer la mèche de loin, Robinson avec qui tu peux jouer le jeu à deux, balancer la balle au cercle, un peu comme un Clint Capella, tu vois, les mecs dont le rôle est identifié, compris, et les mecs sont efficaces dans ça. Mais je pense que c'est pas vraiment Daniels qui va influencer le jeu autant que Bronson lui-même selon ce qu'il va faire. C'est lui-même qui. Ok. Voilà. Tu vois, si on commence à demander si Daniel s'est pas arrêté, si Bronson s'autorise à simplifier la donne et lâcher la gonfle et à jouer sur les fins de possession après que le ballon a été travaillé, qu'il y ait plus de mouvement, que ce soit pas du stéréotypé, bah le pourcentage va rester très élevé parce qu'il a une qualité technique qui est trop forte. Et Daniels n'est pas non plus All NBA first team defensive, tu vois. Donc D'accord. Ok. On a même trop parlé de ces séries, selon moi. Trop drôle. Ah, écoute, on est méticuleux, veux-tu que je te dise? On parle des Rockets et Lakers. Ok. Tu veux passer à la directement? Ok. Ah, en fait, elle veut alterner, je crois. Elle veut faire On a bien compris que tu voulais garder Cleveland. Non, mais Cleveland, c'est la prochaine. Parler de leurs titres qu'ils viennent de remporter, là. Bon. Donc, t'as nous quoi? Houston Lakers? Ouais. Comment vous voulez qu'on se formalise sur un match 1 moi, je vais démarrer. Ouais, démarre parce que je vais enchaîner derrière. Alors, c'est une série qui va être elle est étrange, je trouve, cette série. Elle est étrange parce que il y a 2 semaines, c'était pas le même pronostic, c'est pas le même preview qu'on allait faire. Ouais. Avant la blessure évidemment du duo Reeves-Doncic. Là, on regarde le game 1, Durant même est blessé. Donc ça veut dire que t'as Finney-Smith et Durant qui manquent. Donc pour moi, c'est pour ça qu'on arrive à un moment où là on se disait pour moi avec un KD là et avec le Reeves et Doncic out, pour moi les Lakers, pour moi c'était 4-2 Houston dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Maintenant que KD, on ne sait pas parce que j'ai pas compris à quel moment il s'est blessé. J'ai pas compris parce que pour moi en fin de saison il était encore là. Enfin, c'est un peu bizarre. Il était malade. Non, mais à un moment, il y a eu le correcteur de l'iPhone qui est truqué. Il a trébuché. Dès que j'ai vu bouger avec ses doigts, je me suis dit, il va mais c'est comme ça que. Je pense que ça va être la série la plus difficile à pronostiquer et à analyser. Tout simplement parce que les absents font que la série, ça fausse totalement le niveau de jeu qu'aurait dû nous donner cette série-là. Ouais. Parce que ça aurait dû être une série les plus intéressantes à regarder. Mais malheureusement, on joue avec une équipe de Lakers qui est décimée par les absents de leurs 2 meilleurs scoreurs. Houston, dans le game 1, est décimé parce que 2 gros joueurs à eux, notamment Kevin Durant, n'est pas là. Maintenant, pour combien de temps il est pas là, on ne sait pas encore parce que c'est encore flou. Alors on vous parle, c'est très très flou ce qui se passe. Non, ils ont joué à 6,5, gars. Ils ont joué à 6,5. Maintenant, Houston a joué à 6,5. Oui, maintenant, parlons du game 1. Parce que le game 1, je pense qu'il y a énormément de choses à dire et je sais qu'Angelo, t'as été très. Énormément. Oui. Concrètement, oui. Parce que, en fait, Houston, c'est un peu des fois du foutage de gueule qui s'est rendu nous faire depuis un petit moment. Monsieur. C'est le vocabulaire. S'il vous plaît. Foutage de gueule. Non, parce que avec Angelo, on a parlé, il y a une émission où on a parlé de Houston. Et je sais que t'avais parlé, c'est l'émission où on avait fait à 2, où t'avais fait un argumentatif pourquoi Houston, les erreurs que faisait Houston, et notamment sur plusieurs choses. Est-ce que je te laisse la parole? Je sais que moi, le problème, c'est que là, tu te retrouves avec 2 joueurs capables d'influencer le jeu énormément défensivement avec Finney-Smith et Durant sur les rotations défensives, sur même la perturbation du type de tir que tu peux prendre. Ce sont des athlètes longilignes et les Lakers, malgré tout, ont une configuration qui plaît à LeBron James en l'état actuel parce que l'arrivée de Luke Kennard, là on est dans le LeBron James. C'est parfait. Il a tous les ballons. Il peut distribuer la gonfle autant qu'il veut.
Et il a un shooter qui dans le tempo qui lui convient. C'est lui qui impose le tempo. Exactement. S'il a envie d'accélérer, il accélère. S'il veut ralentir, il ralentit. Et il a un shooter qui shoot à 100%. Oui, c'est fini. Donc non, regarde, et moi la donne, elle est simple. C'est que quand t'as Lavaria qui fait 4 sur 4, est-ce qu'il va faire 4 sur 4 chaque match? Kennard 4 sur 6 standard. Marcus Smart à 4 sur 8. Bah, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, capable de mettre dedans, mais il est très streaky, hein, Marcus Smart. Et c'est pas sa qualité première, et c'est pas surtout sur ça qu'on compte côté Lakers pour s'assurer une victoire contre les Rockets dans une série playoff. On n'est pas en train de dire c'est Marcus Smart qui va nous gagner la série parce qu'il va être à 50% à 3 points. Donc, bon, voilà, c'est 5 sur 5 à Kennard. Excuse-moi, je dis qu'à sur 8 c'était lancé. Ouais, là justement, tu vois. 5 sur 5 à 3 points. 1 sur 5 à 3 points pour Marcus Smart. Mais t'as 2 sur 4 pour Rui Hachimura. Toujours bon, hein, s'il est à 50% Rui Hachimura, il en prend pas beaucoup. Mais le truc, c'est que les Lakers shootent à 53% à 3 points. En face, ils jouent à 6,5. Tu gagnes confortablement ton match 1, mais cette physionomie de match, pour moi, n'est pas reproduisible. C'est-à-dire que cette série, en l'état actuel, elle est illisible. Si t'as Finney-Smith et Durant qui ratent plus de matchs, bah, j'ai même envie de te dire, on pourrait même regarder un sweep des Lakers, potentiel. Parce que si ça défend pas, il y a trop de qualité offensive côté. Il y a personne. En fait, c'est le match des nobodies presque. Et t'as plus d'armes vis-à-vis de comment puisse jouer, et en plus dans la qualité offensive proposée par les Lakers sous le coaching de JJ Redick, beaucoup plus de garanties et d'options proposées que le Houston coaché par Udoka, sans meneur de jeu, parce qu'il n'y a toujours pas de meneur de jeu, et sans Kevin Durant. Et on a bien vu que Mills, la qualité offensive des Rockets laissait à désirer, parce qu'on demande à Kevin Durant d'en faire trop, de faire des choses qui ne sont pas supposées être sa responsabilité. Il y a plusieurs choses que j'aimerais dire aussi dans ce match-là. On a parlé bien évidemment Kennard qui fait le match en playoff, il fait ce match record en carrière. Bon voilà, mais c'est même pas que ça. Le bon match, ils ont bien réussi à trouver aussi DeAndre Ayton sur ce match-là. C'est-à-dire que, pour moi, je trouve qu'ils ont quand même réussi à le trouver. Il est à 8 sur 10 au tir, 19 points, 11 rebonds. C'est toujours agréable quand ton intérieur arrive à punir aussi à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que quand t'as Ayton qui met 19 points, quand à l'extérieur aussi tu peux scorer, quand évidemment, comme on l'a dit, LeBron aime bien le genre de joueur comme Kennard, ou aussi à l'intérieur aussi où tu peux lancer des alley-oops, parce que ça permet d'avoir plusieurs possibilités, angles d'attaque. C'est-à-dire que le jeu était à peu près équilibré. Après, c'était un match quasiment parfait pour les Lakers sur ce match-là. Une des fautes de Houston, tu ne peux pas perdre un match où tu as 22 rebonds offensifs. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Et il y a quelqu'un pour moi, on laisse beaucoup passer, c'est Ime Udoka. Pour moi, je trouve que le coach, ça fait un moment qu'en termes de coaching, il ne propose pas grand chose. C'est plus pour moi, vu ce qu'il a proposé aux Celtics, vu ce qu'il avait proposé l'an dernier avec Houston, je trouve ça honteux. C'est avant de proposer, déjà, je l'avais critiqué déjà sur les matchs qu'il avait fait contre les Lakers, les deux matchs affilés où les Lakers battent Houston back to back. Mais là, ce que je propose dans le game 1, même si KD n'est pas là, ils ont pas Reeves, ils ont pas Doncic non plus. Donc ça veut dire que les deux stars de deux genres ne sont pas là. Donc ça veut dire que tu dois t'adapter, tu dois proposer quelque chose de tactique, tu dois proposer quelque chose d'intéressant. On est en playoff. Chaque match compte double. C'est-à-dire que là, si tu prends le game 1, tu prends le game 1 à LA, c'est pas la même chose. Là, tu fais rentrer. On ne dit pas que tout le monde va être adroit chez les Lakers en game 2. Non, mais là, c'est une faillite collective que tu as eu du côté de Houston. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas laisser, par exemple, les joueurs des Lakers rentrer dans leur série aussi. Parce que mentalement, on sait comment ça se passe. Tu réussis ton game 1, t'arrives au game 2 avec une plus grosse confiance. T'arrives avec un moment, tu te dis, bah, on est à domicile, j'ai réussi mon game 1, pourquoi je vais pas réussir mon game 2? Et à Houston, ça va être encore plus compliqué, justement, d'arriver à LA, parce que le deuxième match, on rappelle, c'est encore à Los Angeles, et de venir gagner à Los Angeles et se dire, voilà, on sait pas quand KD revient. C'est-à-dire que si maintenant tu prends 2-0, tu retournes à Houston, la série n'est plus la même. Ouais, mais le truc, Mills, une fois de plus, ce qui, moi, m'interpelle, c'est que Udoka est supposé être un mec qui inspire, qui insuffle cette culture du combat. Toutes les équipes des années passées, qu'elles soient du côté de Boston ou du côté de Houston à son arrivée, c'était des équipes qui aimaient le charbon. Ça aimait le charbon. Ouais. Ça va à la mine.
Il y avait Dylan Brooks, t'avais tes soldats, t'avais les mecs qui allaient te rentrer sous la peau, qui étaient en train d'essayer de te faire péter un câble, qui allaient te chicoter si nécessaire, jouer des coudes, faire de l'anti-jeu. On se souvient du traitement que Golden State a reçu face à Houston. Le ceinturage à outrance. Oui, mais justement, tu vois, c'est ça. Il n'y a pas l'effort qu'il y avait. Il y a pas. Donc, à un moment donné, au-delà des 37% de réussite globale sur quasiment 100 tirs tentés dans ton match, la faillite à 30 et quelques % de réussite à 3 points, et cette incapacité à faire les efforts défensifs pour au moins essayer de faire douter cette équipe des Lakers offensivement qui est sous-armée, parce qu'on peut pas dire que attention, ils ont Bronny James. Bon. mais voilà, moi ce qui m'interpelle, c'est que le moment où tu construis ton équipe autour de Kevin Durant et non sur une fluidité offensive qu'aurait amené, je pense, un Fred VanVleet qui aurait, je pense, rééquilibrer un peu le débat et réinsérer, on va dire, un sens du collectif dans cette équipe. Et défensivement, l'absence d'Adams, ne vous y méprenez pas, a énormément d'impact, parce que c'est pas Şengün qui, même s'il est combatif, Şengün, mais il met des tartes, mais c'est pas la même impact. Voilà, il met des tartes, mais c'est des tartes un peu maladroites. Adams, c'est des tartes précises, ciblées, qui vont faire mal à l'adversaire, qui vont être bien pensées. Donc il manque une âme à cette équipe. Il manque une âme offensive et défensive, et c'est pas prometteur. Je pense que quand Durant revient et quand Finney-Smith revient, avec la profondeur de l'équipe et l'absence du duo fantastique à l'arrière des Lakers, ça devrait suffire. Mais quoi qu'il arrive, au prochain tour, Houston... Honnêtement, cette série, elle m'intéresse pas du tout. Ces deux équipes... tu peux rien dire, il manque là-bas il manque eux, là-bas il manque eux. Bon, vas-y. Si les Lakers passent, je vais dire la même chose que tu as dit tout à l'heure avec lors du space qu'on a fait par rapport à Golden State. Ouais, gagner le match contre Phoenix pour faire quoi? Et c'est un peu la même idée, c'est-à-dire vous gagnez la série contre Houston pour faire quoi derrière? Il n'y a pas d'ambition, parce que tu peux pas être héroïque. Tu bats pas Denver, tu bats pas San Antonio, tu bats pas OKC. Donc on sait que la saison elle est terminée. Bon, d'accord, c'est bon. Là, ils sont juste en train de jouer pour dire on a passé un tour. Non, mais on n'était pas si nuls que ça. Regardez, on a fait ça. Oui, non, mais après ça, on peut. Non, mais clairement. Bon, on a encore trop parlé de cette série. Vas-y. Mais du coup, vous voyez qui? Ouais. C'est quoi vos pronostics? Je l'ai annoncé. Moi, je t'ai dit quand les deux ailiers reviennent. C'est suffisant pour passer, mais dans la douleur, quoi. Pour Houston, quand Finney-Smith et Durant reviennent. Ouais, moi je pense que les Lakers le prennent quand même. Combien? Tu penses qu'ils arrivent à... Ouais, je pense que les Lakers ils peuvent passer 4-2. 4-2? 4-2 Lakers. Houston 4-3 pour moi. 4-3? Pour moi, Houston 4-3, parce que je sens que Houston, même si avec l'arrivée de retour de Durant, il y a un match qui vont... Je sais pas. Ils vont perdre à la maison un match à la con. Ouais, Houston, c'est le genre d'équipe là, en tout cas, ce que je vois dans cette saison régulière, c'est le genre des équipes là où, tu sais, quand ça va pas. Et donc, ils vont aller gagner à Los Angeles? À Los Angeles, donc. Sans le retour de soit Doncic, soit Reeves, ça va être compliqué. Parce que du coup, tu sais, les Game 7, on sait très bien, il faut un leader offensif qui arrive à jouer dedans. LeBron, on sait que c'est ce qu'il a montré dans Game 1, c'est pas celui qui va... Il y a un match où LeBron va vouloir prendre la balle, il va remettre 30 points, 25, 30 points, je le sens. Mais... on sent que justement avec un Durant dans un Game 7, c'est pas la même chose. Pour moi, Houston 4-3. Ok. Série suivante. On est sur qui? Raptors. Cavaliers. Bon, on te laisse, hein. On te laisse la balle. Pourquoi on me laisse, on me jette tout ISO. ISO. T'as créé la situation, hein. T'as fait comme ça. Bill. Bah, non, mais bon. Ce que je vais dire, c'est pas parce que je suis fan. Bon, j'enlève mon micro carrément. Déjà, t'as pensé quoi du Game 1? Incroyable. Ah non, mais les Cavs, fantastique. Genre incroyable. Bah oui, incroyable. Tout le monde était là. C'est bon. Ce que je vais dire, c'est pas parce que je suis fan des Cavs. Hein. T'es sûr? Non, mais je vais nuancer mes propos. Même pas un peu. Je vais nuancer mes propos. Parce que, en vrai, même pas un merci peu. Les Cavs. Oh. Méchante. C'est pas possible, ça. Les Cavs ont gagné 126-113 hein,
Tu connais pas le score par cœur. Oh, ok. Wow, c'est pas une vraie fan. T'es pas une vraie fan. En vrai, c'est rassurant sur le papier. Merci beaucoup. Mais comme on l'a dit, c'est le Game 1. Merci. Et en plus, 13 points d'écart, en vrai, pour moi, ça veut rien dire. Sur une série comme ça, à 7 matchs, c'est les Cavs ont Donovan Mitchell. Ils ont maintenant James Harden. On a tout un roster qui a faim. Pour moi, la rotation défensive, pour moi, elle est solide. C'est ça, c'est les Cavs, quoi. C'est qui? Mais c'est les Cavs. Voilà. Okay, mais le problème historique des Cavs, c'est que le moment où la pression monte, c'est-à-dire à partir du game 4 ou 5, ça devient compliqué. Ça devient compliqué et ce que je me demande, c'est est-ce que la maturité qu'on a eu et qu'on va avoir, est-ce que ça va durer sur toute la durée des playoffs? Alors, si je peux intervenir sur ce match-là, c'est intéressant de voir le game 1 de Cleveland dominer pour la plupart du match. Ils ont réussi à justement mettre l'écart au troisième quart. Là où ça a été intéressant, attention, parce qu'il manque quelqu'un d'important d'important chez Raptors, le meneur Emmanuel Quickley, qui est absent dans le game 1, et ça peut changer beaucoup de choses son retour. Parce que de la gestion du jeu de Toronto, c'est pas la même chose. Donc attention à son retour, parce que là, comme j'ai vu, Donovan Mitchell rentre dans sa série, James Harden rentre dans sa série, Mobley, enfin, l'équipe rentre. Max Strus, gros match à lui. Et quand on parle d'apport du banc, comme on aime bien apporter sur certaines séries, c'est ce genre d'apport du banc qui est essentiel dans les victoires en playoff. Maintenant, Cleveland est censé gagner la série. En fait, pour moi... Va gagner la série. Pardon. C'est bon, pardon. J'arrête de te couper. Je répète, Cleveland est censé gagner la série. Donc, pour moi, le fait qu'ils gagnent le game 1, c'est pas choquant. Moi, je peux comprendre que tu sois content, mais pour moi, ils ont fini 4e. Donc, déjà, ils sont tête de série. James Harden est rentré dans l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe qui est devenue Cleveland après l'arrivée de James Harden n'est plus la même que ce qui était avant. C'est-à-dire que Cleveland, et en plus, Toronto, vers la fin de saison, a été sur c'est un peu in and out. Ils avaient bien commencé, mais je trouve que vers la fin, ils sont retrouvés à leur niveau qu'ils auraient dû être de base. Et donc, Cleveland est censé pour moi l'emporter en 6. Je peux pas avoir de 7. Pour moi, 7, attention 7, parce que tu vas affronter les premiers, et Détroit, tu vas laisser beaucoup d'énergie. Comme je le dis, c'est très important que Cleveland si tu dois finir la série vite, finis la série vite. Parce que Détroit, là, quand tu vas aller à Détroit, là, dans Michigan, là, tu vas laisser beaucoup d'énergie. Parce que la défense là-bas, c'est pas, voilà. Donc, Michel, là, on va voir vraiment, ces plays vont vraiment commencer là-bas. Là, c'est la musgueule. C'est là où il doit se montrer, mais c'est 30 points de moyenne, s'il doit mettre ses 30 points de moyenne. Montrer que oui, je suis bon en playoff, oui, d'accord. Ok, d'accord. Moi, je l'attends beaucoup dans ces playoffs-là de Donovan Mitchell. C'est un des joueurs que j'attends le plus. On m'a pas pourquoi poser la question, mais il en fait partie. Il fait partie des joueurs qui, à chaque fois qu'on dit qu'il est pas performant, mais il y en a qui le défendent, oui, mais il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. T'as pas encore fait de gros moments marquants en playoff. T'as fait des prestations, mais ça n'a pas été marquant. Donc, Donovan Mitchell, ça fait un moment que t'es là en NBA. James Harden, ça fait un moment qu'il est là aussi. Pour moi, ces deux-là, le duo, là, moi, je les attends. Tu perds la série, déjà, c'est inacceptable. Crois-moi qu'on va vous tomber dessus. Tu sors en playoff, alors qu'ils ont pas dominé. Pour moi, il y a un problème. Donc, moi, c'est le duo que j'attends beaucoup en playoff, ces deux-là. Moi, je serais intraitable sur eux, en tout cas. Moi, je dis danger. Ali. Danger. Pourquoi? Get on the flow! Non. Il y a un vrai danger. Je pense que tu as mentionné le premier élément, c'est l'absence de Quickley. Quand il revient, pas le même délire. Je pense également qu'on va revenir un petit peu aux bases. Brandon Ingram, qui prend seulement 9 tirs. Il l'a communiqué dans sa conférence de presse. Il l'a dit, hey, I don't know what you want me to do, but... Il est toujours en gourmand de Gloria. Moi, je suis un scoreur. À un moment donné, si je prends que 9 tirs, que je ne tente que 9 tirs... On est d'accord, oui. Donc, je pense que si tu as Quickley qui revient avec l'impact qu'il peut mettre, son explosivité, ses qualités défensives également, parce qu'il peut semer la zizanie, ou en tout cas faire travailler beaucoup plus dur James Harden et potentiellement Mitchell s'il est matché avec lui. On est très à l'aise du coup dans ce game. Très très confortable. Mais moi, ce qui m'inquiète pour ton équipe, c'est que tu me parles de l'apport du banc. C'est un seul joueur du banc qui a amené.
Donc, Strus amène, certes, mais je trouve que la production du banc a été pauvre. C'est surtout une grosse production de ton 5 majeur à la maison pour ton premier match qui fait que tu te mets à l'abri dans le 3e quart-temps avec une grosse explosion. Mais les Cavs n'étaient pas particulièrement sereins à 1 minute de la fin de la première mi-temps. On était à du 45-41, si je me rappelle bien, avant que voilà, ça se libère un petit peu et puis que ça continue au retour des vestiaires. Ils perdent le 4e quart-temps. Certes, il y avait un tel éclat, tu vas me dire oui, mais bon, c'est normal de relâcher la sauce derrière, mais honnêtement, je dis juste, hein. Il y a que toi qui dis hey yo là. Il y a que toi qui dis hey yo. Mais de relâcher la sauce derrière. Je dis simplement de relâcher l'effort, c'est tout. Il y a que lui, hein. Il y a que lui. Il y a que lui. Oh là là. Il y a que lui. Derrière votre écran, je sais que vous êtes avec moi. Bref. Mais moi, c'est ça le truc, c'est que je pense que ce qu'on a vu durant le match 1 de la part des Cavs, c'est rassurant. Oui et non. C'est rassurant. Oui, ils ont bien commencé le match, ils ont été euphoriques à domicile, ils ont été spectaculaires offensivement, mais c'est ton 5 majeur qui l'a été. Et tout le monde a joué. Hein. Tout le monde a joué chez le banc, il y a que Proctor qui a pas joué. Après, mais ça c'est pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ton banc n'a pas d'impact. C'est que Schroeder, Ellis, tu les vois pas trop. Ils ont une dizaine de minutes. Est-ce que Schroeder est capable de sortir de sa boîte en sortie de banc sur un match et faire du sale? Oui. Je dis pas le contraire. Et après, il y a un garbage time. Hein. Enfin, à la mais fin, il y a c'est quel genre de minutes tu prends en fait? À quel moment tu as de l'impact? À quel moment tu joues? Et je pense qu'il y a la donnée double entre Ingram. Peu d'agressivité dans l'absolu. Quickly absent, c'est important, c'est ton meilleur titulaire. Et le fait que tu sois si dépendant que ça sur ton 5 majeur quand t'es Cleveland, alors que t'as une équipe qui a supposé justement avec Ellis, avec Schroeder, avec Strus en sortie de banc, qui a été le seul à vraiment tirer son épingle du jeu, je suis pas rassuré. Donc c'est cool, bien, je demande à voir la suite. Et bien évidemment, Cleveland doit gagner cette série, mais je pense pas que ce soit aussi indolore que ça. Hein. Ok. Ouais, pour moi, c'est Cleveland en 7. Hein. En 7 c'est le genre de série relou, là. De toute façon, tu penses qu'ils auraient dû s'en débarrasser rapidement, mais ils vont les coller, ils vont les accrocher. Je pense que ça peut finir en 7. On rappelle historiquement que Cleveland, Toronto est une équipe qui réussit très très bien à Cleveland. Hein. On le sait notamment quand LeBron était à Cleveland ou. Ouais, mais c'est LeBron. Oui, c'est ça aussi. Hein. Ça se fait LeBronto. Maintenant, du coup, là, on va voir. En tout cas, c'est une série qui est censée être équilibrée. Ça va être compliqué de gagner à Toronto. Je suis d'accord. Moi, j'ai hâte de voir les matchs 3-4 à Toronto. J'ai hâte de voir ça. Non, mais le match 2, moi, j'ai envie de voir. Si Ingram reste discret, peut-être que la série va être beaucoup plus tranquille. Mais je pense que Ingram va vous sortir un match de sale. Et je pense que je vais faire l'annonce tout de suite. Ingram, match 2. Ok. Ton pronostic, toi, Ali? Parce que du coup. Mais en combien? 5. En 5? Ça, c'est la raison. Oh mon Dieu. On sent que c'est pas. Mais déconnant. C'est pas déconnant si Cleveland. Mais une fois de plus, hein. Nous, on est juste là, on attend. On regarde, on attend, on observe. Enfin, en tout cas, résultat lundi. C'est quoi la prochaine? Denver. Denver et les loups-garous, là. Denver Timberwolves. Oui. Une des séries les plus intéressantes du premier tour. C'est la meilleure série. Hein. Ah c'est oui, la meilleure série. c'était incroyable. On est d'accord. Qui commence? Écoute, Ali, donne-nous ton ressenti, là. Les loups-garous. T'y crois un peu ou pas? Ouais. T'y crois, hein? Parle-nous un peu. Dis-nous tout. Déjà, moi, je voyais Jokic MVP. Ça va de soi, en fait, que... Enfin, pour moi, Denver doit gagner contre Minnesota. C'est obligé. Mais toi, tu crois aux chances de Timberwolves d'en faire une série compliquée pour les Nuggets? Tu penses que Denver va avoir un chemin où ils vont faire ça en 5 matchs ou 6, ou Minnesota va les pousser dans leur dernier retranchement et sur ce que tu as vu sur le premier match? Moi, la question, est-ce que tu crois dans les chances de Minnesota de transformer cette série en série, justement?
Ou est-ce que tu penses que Denver va gérer ça comme un patron et passer à autre chose rapidement? Ça va être un peu compliqué parce que on va pas minimiser aussi le roster aussi de Minnesota. C'est quand même une très bonne équipe, il y a du talent et tout. Mais Denver, moi, je les vois en 5 facile, 6. En 5? 5, 6. Alors 6 à la limite parce que honnêtement, le Denver, là, ça fait plaisir parce que c'est le vrai Denver qu'on voit là. Le rouleau compresseur Denver, etc. Mais en face, Minnesota, c'est en fin de match que la décision elle se prend. Le score, il reflète pas la réalité du match. Gobert à 17-10. Très intéressant, ils ont réussi à le trouver dans plein de situations. Edwards à 22-9-7, j'en attends un peu plus de lui encore. DiVincenzo là au début du match il est en feu, après il s'éteint. Nasri Dosunmu font leur match aussi. Après en face, Gordon, j'ai kiffé son match, agressif, avec des tomards, etc. Jokic, triple-double, vas-y, normal. Murray, pour moi, c'est le facteur X. Murray, s'il avait été là plus souvent, ils auraient plus qu'un titre, Denver. de toute façon, Pour moi, les Wolves, ils ont grillé leur cartouche. Ouais. Et moi, ils ont grillé leur cartouche. Tu gagnes pas ce match-là. En fait, je vois pas. Je vois pas quel match tu vas gagner. Je dis pas qu'ils vont pas gagner de match. Ok, calmez-vous. mais il était prenable. Mais si tu prends pas celui-là, là, parce que ça va être compliqué d'avoir une équipe de Denver qui shoot aussi mal sur les autres matchs. Après, Murray, il est à 0 sur 8. Dans l'ensemble, ils sont à 26% à 3 points. Donc ça veut dire que dans ton effort défensif, tu vas réussir à maintenir les Nuggets aux alentours des 25% à 3 points sur la série, et tu vas garder Jamal Murray à 0 sur 8 dans des pourcentages aussi douteux longue distance sur l'intégralité. T'as 7 joueurs à plus de 10 points côté Minnesota. non, sur cette série-là, déjà, Enfin, 6 première joueurs, chose, excuse-moi. 6 joueurs. 6 joueurs à plus de 10, pas 7. déjà, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que on sait que Minnesota-Denver, c'est des séries de playoffs qui sont toujours intéressantes. On le sait ces dernières années. Minnesota a toujours fait mal à Denver. Ça a toujours été compliqué à Denver de battre Minnesota. La série, comme tu as dit, Flexa, tout le monde est là. Au complet, il n'y a pas d'excuses. On en a parlé sur une émission précédente. Anthony Edwards, on va t'attendre sur une série comme ça. Et dans le game 1, ni toi, Anthony Edwards, ni Julius Randle n'a été dominant quand il le fallait. Je dis pas qu'ils ont fait un match catastrophique, non. Je dis qu'au moment où ils devaient faire... Oui, oui, voilà. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, et attention, pour moi, si Jamal Murray réussit sa série, ça peut aller très vite. Ah non, parce c'est on est d'accord, je pense qu'on va pas en discuter, que Nikola Jokic fera sa série quoi qu'il arrive. Bien sûr. Il a shooté que un lancer franc. C'est pas Rudy Gobert qui va arrêter un lancer franc en 40 minutes. Voilà. Un lancer franc en 40 minutes. On est d'accord. Un lancer franc en 40 minutes. Excusez-moi, un lancer franc en 40 minutes. Il en a combien déjà? Non, mais je sais pas, parlez de lui comme c'était le GOAT. Non mais Lui, il pense que c'est le GOAT maintenant. T'as entendu? Excusez-moi, je suis obligé d'intervenir. En plus, KJ, elle a pris un gros contrat. Frérot, il a fait un podcast. On lui a demandé de donner le top 5. Il a dit qu'il se mettait deuxième. Et parce qu'il est humble. Il est confiant. J'espère qu'il est confiant. J'espère qu'il Mais bon, deuxième meilleur pivot de la ligue. Le sujet n'est pas Bam Adebayo et ni AJ Wilson, monsieur Flexa, parce que j'ai entendu ta remarque sur son contrat. Mais félicitations. Hein? Félicitations. Il a dit félicitations. Félicitations. Mais moi, je suis un féliciteur. Bref, toi. Moi, je suis de l'autre côté, toi, pardon. Okay. Non, plus sérieusement, cette série va être compliquée pour Minnesota s'ils n'arrivent pas à gérer ces petits détails-là. Gobert l'a dit en interview après match en disant que c'était dans la tête. Déjà, ça, c'est un problème. Dire que le problème est dans la tête. Quand t'arrives en playoff, ça peut pas être dans la tête. Surtout que c'est une équipe qui a fait 2 fois consécutivement les finales de conf. Donc, ils sont habitués, hein. C'est une équipe qui est habituée aux playoffs. Gordon, Murray, Jokic réussissent leur série. Ça peut aller en 4 ou 5. Moi, je le dis ouvertement. Là, je pense que Minnesota va prendre comme des matchs. Maintenant, Anthony Edwards, taille patron ou rien. Julius Randle, taille patron ou rien. Pour moi, ces 2 joueurs-là, s'ils n'arrivent pas à porter leur équipe, ça peut aller très vite.
Et on l'a vu l'année dernière, c'est quand Julius Randle aussi avait monté le niveau que Minnesota était devenu une équipe qui était meilleure. Maintenant, lui aussi, il faudra parler de lui un jour. Hein, non, mais il fait partie du Factor X de cette série. Hein. Bah, pour moi, en fait, il y a les deux Big Three, là. Ouais, t'as enfin, McDaniel, Randle, Edwards. Contre Murray, Gordon et Jokic. Hein. Exactement. Et pour le coup, Randle, ça fait un moment qu'il est pas au rendez-vous. Et Edwards, je suis désolé, on en attend encore plus. Non, je suis d'accord. Mais 22-9, non. Là, faut au moins du 30. Prends moins de rebonds s'il faut. Un peu plus de passes, t'en as fait 7 là, c'est tout à fait correct. Mais en termes de points, en termes d'impact, en termes de mordant là, en plus t'es un loup, normalement tu dois aller. Honnêtement, moi je pense vraiment que les mecs, ils vont se reprendre et qu'ils peuvent aller en chercher au moins 2. Je pense que c'est le genre de série qui peut être relou là. Il suffit que l'autre prenne feu. C'est le match 2. Hein. Le match 2, il va te dire dans quelle allure, dans quelle dynamique va la série. Hein. Oui. Gobert, moi j'ai kiffé son match. On est assez, on est présent quand il faut le vanner là, faut lui rendre ses fleurs. 17-10. Je trouve que c'est très correct. Même il était dur sur l'homme. Il a fait tout ce qu'il pouvait sur Jokic, mais Jokic c'est juste le meilleur joueur du monde. Il pourra jamais le tenir pour moi. Même quand il était en déséquilibre et tout, le panier là, waouh. Non mais de toute façon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Oui, dans tous les cas, il fait ce qu'il peut. Jokic, c'est Jokic. Quand il joue à ce niveau-là, il est imprenable. Yep. Après, un lancer franc, c'est une dinguerie. Enfin, c'est un scandale. N'en parlons pas. Il maîtrise son jeu, c'est le meilleur joueur de la ligue. Voilà. N'en parlons pas. Simplement, voilà. Mais voilà, je voulais juste donner ce petit coup de lever de chapeau à Gobert. T'as fait ton match, mon grand, mais malheureusement, il y a ton leader là qui a une très grande bouche. Bah, là, il a fait un match normal. Tu sais, c'est comme Booker. T'as fait un bon match. Mais mon gars, t'es superstar ou pas superstar? Nous, à notre époque, les superstars, on les voyait. C'est un game 1, Flexstar. Oui, mais superstar, il y a des mecs qui sortaient des... Il y a des superstars qui rataient leur game 1, qui restaient leur série quand même. En fait, il y a des rangs. Véridique. C'est vrai. Ça arrête C'est vrai, mais tu connais. Non, mais bon, tu connais. Non. Mills a été efficace avec le tacle. Il a arrêté ta transition. T'es plus avec moi. J'ai pas dit ça. Tu montes dans sa voiture à lui maintenant. J'ai juste dit, il a été efficace. Monte dans le vaisseau mère. Non. Mais bon, si on parlait d'une série en rapide. Mais vraiment rapide. Détroit Orlando? Détroit Orlando? J'allais même dire Philly, Boston. Non, mais attends, Flextar. L'objet que t'as à gauche. Détroit Orlando, tiens, vas-y, je t'en prie. Faut vraiment que je me lève. Détroit Orlando. Moi, je le fais si vous voulez. Non, je le fais. Vas-y. Détroit Orlando, non, mais j'avoue, ça c'est. Allez. Waouh, t'es méchant, t'es dur. Dur de quoi? Non, mais T'es du arrêtez. 4-0, les gars. Là, en plus, là, Détroit est au complet. Bon, on va faire la chronique en rapide. Hein. Ils sont complets. Kenny Cunningham est revenu. Dans quel monde je vois même Orlando prendre un match? La défense de Détroit, on l'a vu. Hein. Même sans Kenny Cunningham, on a vu qu'ils avaient une défense qui était juste incroyable. Ils arrivaient à même un jeu contre le Thunder à perdre de 2 points sans Kenny Cunningham. C'est pas Orlando Magic, Disneyland, qui va arriver, qui va dire, on va aller gagner un match. C'est mort. 4-0. Ça commence dimanche soir. Ça finit la semaine là. Ça finit la semaine. Et puis après, on se repose tranquille pour jouer Cleveland ou Toronto. Mais 4-0, moi, j'en parle pas. Voilà. Froidement, oui, je suis d'accord. I rest my case. On va perdre du temps, non? On va perdre du temps, allez. On est tous Non, d'accord. faut respecter quand même Détroit, les mecs premiers toute l'année, etc. Orlando, c'est. Non, après. Comme on a dit en bonbon. Après, le truc, regarde. Vous vous souvenez, Seattle avait fini premier à l'Ouest sous l'ère Sean Kemp, Gary Payton, George Karl au coaching et autres en 94. Ne me lance pas là-dessus, mais. Non, mais si tu veux, fais une lettre à Adam Silver et viens discuter avec lui. Mais, t'as beaucoup de choses à dire, toi, sur le Hall of Fame. Hein. Mais, tu vois, Denver, avec le socle défensif, Mutombo, Mahmoud Abdurraouf, tu sentais que il pouvait prendre un match, de là à gagner la série, la magie des playoffs. Mais là, Orlando, pourtant, il y a du talent. Hein. Il y a du talent offensif, un minimum.
Pardon, pas de temps. Les gars, Ça, ouais, c'est Il a essayé de trouver un angle, bon truc et tout, mais en vrai, 4-0, mais je sais pas où on Ouais, discute froidement, 4-0. Bon, indiscutable. Boston, Sixers, parce qu'on aurait pu repartir à l'ouest, mais viens, on finit l'est là. Dinguerie. bah, Tu vas te lever ou pas là? Là, tu te lèves, Flexta, ou pas? non, Monsieur pour le moi, non, balayeur. pour moi, y a pas de, pour moi, pas de sweep. Moi, je vois les Sixers en prendre au moins un. Ah ouais? Sur à l'orgueil, etc. Voilà, Boston, ils sont prenables. 0-1. Pour moi, c'est pas au moins 1, c'est 0 ou 1. Pour moi, ils prennent pas 2 matchs à Boston. Non, je dis un. Et surtout sans un bid. Non, j'ai dit un. Oui. Est-ce que là déjà, parce qu'on peut déjà parler du game 1, hein, soit on fait semblant, mais Boston rend les tabasser déjà à la mi-temps, il y a plus 20. Tatum est de retour. Là, fin de troisième quart-temps, 93-69. 93 points encaissés. God damn. Et Boston qui encaisse que 69 points en 3 quarts-temps. Quand Flexa parle de équipe défensive de New York, Boston est en train de montrer. Tatum est en train de réussir son meilleur match depuis son arrivée. 23 points, 9 rebonds, 5 passes, 8 sur 15. Il est à droit en plus. Tout ça en 23 minutes, en 27 minutes. On est même pas encore au quatrième quart. Jalen Brown, 24 points. Le duo est de retour. Mais on passe à autre chose. Quel cauchemar. Non, honnêtement, moi, je vois les Sixers prendre au moins un match. Et après, voilà. C'est bien, t'es ambitieux. Tyrese Maxey, on va regarder la série pour toi. On va regarder la série pour On toi. va regarder pour Tyrese. Franchement, Petit Maxi, match. Paul George, à l'orgueil qui te met ses 20 points, je pense qu'il y a un monde dans lequel ils prennent au moins un match. Un, pas À plus. Philly, quoi. À Philly. Ouais, voilà. À l'orgueil. Pour moi, il y aura 3-0 et vas-y, game 4, Boston vont finir chez eux, donc ils vont laisser un match, vas-y. Par exemple, voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ok, ici, Suns. Bon. Moi, comme je dis, hein, non, je prends pas le balai. Bah. Moi non plus. Je prends pas le balai. Je maintiens mon analyse que je vous avais énoncée rapidement tout à l'heure, où je pense que paradoxalement, le match-up contre Phoenix est moins avantageux pour OKC que contre Portland. C'est-à-dire que tu m'aurais dit Portland, OKC, allez, j'allais parader avec le balai, ça aurait été étincelant au sol. Ah, t'aurais balayé parce que paradé, ça veut dire que tu serais monté dessus et. Ali, du coup, ne le prends pas. Parce que... Non, j'aurais paradé le balai, j'aurais montré le balai fièrement, et puis après, j'aurais balayé. Mais Phoenix, il y a cette odeur d'embrouille. Il y a cette odeur de se dire que Phoenix est en capacité déjà d'en prendre un, c'est sûr. Tu dis ça parce que. Non. Parce qu'il y a suffisamment de talent offensif. La triplette Brooks, Booker, Green est clairement suffisamment qualitative pour prendre un match à OKC. Malgré le socle défensif de OKC, malgré l'expérience de champion, malgré ci, malgré ça. Juste parce que un mec à la Dillon Brooks est capable, en bon trou de balle qu'il est, comme on les adore. Waouh. Non mais, comme on les adore. C'est-à-dire, le mec qui va te chamailler. Te saouler, regarde. te sortir de ton match. Ouais. Shea et Lou Dort, quand ils jouent contre Dillon, c'est toujours savoureux. Coéquipier en équipe nationale avec le Canada, c'est des mecs qui ont la même ADN. Cette même compétitivité, cette même hargne. Et c'est toujours un combat savoureux. Et j'ai envie de penser que du côté de Phoenix, rien qu'avec ce leadership-là, de se transcender face aux champions en titre, il y a un match à prendre. Je les vois pas sweeper. Mais vraisemblablement, ça part en 5 matchs. 6, c'est vraiment sur un malentendu. Mais au moins 1. Après, si OKC fait le boulot et vient nous envoyer un message en mode attends Morchaud, là, vous avez pas pris le balai, vous êtes fous, quoi. Bah, pas de problème, je prends pour moi. Mais je vois bien Phoenix en prendre un. Moi, ça va jouer sur comment les arbitres vont siffler cette série. Voilà. Merci, Coco. Merci. C'est pour ça que le balai est là. Parce qu'un Dillon Brooks peut faire tout ce qu'il veut. Si au moins de contact qu'il fait, on le siffle, il ne pourra pas défendre comme il a l'habitude de défendre. Donc déjà ça, pour moi, ça va jouer là-dessus. Si tout est sifflé pour OKC, ça peut aller en 4-0 très rapidement. OKC, ouais, bon, voilà. À ce moment-là, c'est bon. Si c'est sifflé par égal, c'est sifflé playoff, on a une équipe de Phoenix qui va casser la tête. Maintenant, on en a parlé, on en parlera, vous verrez sur l'épisode qu'on a fait sur le play-in. Devin Booker, je veux des matchs à 30 points. Devin Booker, je veux des matchs à 30 points. Je veux un statut d'All-Star
quasiment superstar tous les soirs. Je veux un Jalen Green qui n'a rien, tout feu, tout flamme. Je veux un mec qui essaie d'attaquer, être agressif. Parce que OKC, il faut pas leur laisser de répit. Et eux, ils vont attaquer, ils vont être durs. T'as rien à perdre, t'es pas favori. Dans tous les cas, tu prends 4. Enfin, au pire des cas, tu prends 4. Au meilleur des cas, tu vas en 7. J'ai bien dit au meilleur des cas. Donc, ils ont rien à perdre. Allez jouer contre OKC, allez les chercher, allez les dominer. Ils ont déjà battu OKC cette saison, hein. Ils ont battu 2 fois OKC, donc c'est pas comme s'ils avaient jamais battu. Maintenant, on a un autre domaine, on appelle les playoffs. Ouais, mais tu vois, une fois de plus, t'es en train de mentionner un truc qui est quand même révélateur. C'est que quand tu regardes la configuration de cette équipe de Phoenix, c'est paradoxal que ce soit Portland qui soit en numéro 7 et qui joue contre San Antonio, mais si ça avait été Portland face à OKC, ça aurait été une formalité, mais une formalité confortable. Phoenix, c'est pas un bon match-up. Pour un premier tour, je veux dire. Pour un premier tour, c'est un match-up à la con où tu dois vraiment jouer très sérieusement, tu dois t'employer défensivement plus que ce que tu n'aurais eu à le faire face à Portland. C'est ça que j'essaie d'exprimer. Non, mais t'as raison sur le fait que c'est un match-up relou, mais j'ai l'impression que OKC, on l'a vu cette année, hein. C'est l'équipe que beaucoup d'équipes auraient pu battre, mais c'est l'équipe de on aurait pu, on a failli, ils étaient prenables, mais à la fin ils gagnent toujours. Ouais. Tu sais pas comment ils arrivent, des fois ils font même pas un match étincelant ou je sais pas quoi, mais à chaque fois ça tombe de leur côté parce que ils ont une certaine maîtrise et une certaine presque, je vais pas dire de l'habitude, mais j'ai l'impression que si ils ont l'habitude de ces matchs-là, vous allez être relou, mais vous êtes maîtrisable. Tu vois, comme comme les Sénégalais avaient dit à nos chers amis congolais. Moi, je parlais pas de ça. Mais ils sont maîtrisables. Non, honnêtement, ils sont relous, mais OKC avec la machine, la maturité qu'ils ont offensivement, défensivement, et avec le 6e joueur qui a un maillot strié, les gars, là ça va être. Je pense que ne m'obligez pas à me lever et prendre mon balai, mais je pense que ça, c'est balai. Mais tu sais, pas des blowouts, hein. Des matchs qui se gagnent de 4-5 points, mais 4-5 points pour OKC. Ok. Non, c'est pas déconnant. D'accord. Oh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Il est de retour. Faut bien qu'il fasse un temps mort, hein. Temps mort du Tsar. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, monsieur? 3, 2, 1, parti. Je prends ce temps mort pour rendre hommage au meilleur marqueur de l'histoire de notre sport. Non, je ne veux pas rendre hommage à LeBron James. Je veux rendre hommage à Oscar Schmidt, qui nous a quittés, qui est cette légende du basket si méconnue et non mal aimé, parce que tous ceux qui ont pu observer de près ou de loin cet homme dans sa carrière de joueur, ce fanatique absolu du maillot du Brésil, ce joueur qui aurait dû aller en NBA mais qui n'est pas allé en NBA de par l'interdiction de pouvoir représenter son équipe nationale s'il signait un contrat en NBA. Donc il a dit excusez-moi, merci, hein, mais moi, l'amour du pays, c'est au-dessus de tout. Quasiment 50 000 points marqués, 49 973 pour être exact. Meilleur marqueur de l'histoire des Jeux Olympiques avec presque 1100 points inscrits. Et Julien Muller, que vous devez peut-être suivre sur les réseaux, un ami, il a pris un post et je vais juste m'arrêter sur ça. J'imagine que ça doit être la minute, mais je prends 10 secondes de rab. Les moyennes dans les grandes compétitions internationales d'Oscar Schmidt, 18 points à la Coupe du Monde 78, 24 points à Moscou en 80, 21 points en Coupe du Monde en 82, 24 points à Los Angeles en 84, Coupe du Monde 86, 28 points, JO de Séoul en 88, 42,3 points, 34,6 points à la Coupe du Monde 90, 25 points au JO de Barcelone en 92 et 27 points au JO d'Atlanta en 96. Et comme l'a dit mon ami Julien, et je le répète également à mon tour, merci pour les travaux Oscar, exceptionnel. Et pour l'anecdote, il a fait le All-Star Game en 93 du côté de Milan parce qu'il jouait en Italie et il a fait 22 sur 25 au tir sur le concours de tir à 3 points du All-Star. Oscar, tout simplement. Bel hommage. Bel hommage. Bel hommage, hein. J'ai envie de te dire... Allez voir sur qui était le joueur. On va appeler Oscar Adebayo. J'espère que vous allez... Un peu sur les hommages. Non, même sur ça, non. Hein? Toi, c'est, hein?
Il y a une petite haine, on dirait, hein. Non, c'est pour ironiser. Ça va faire beaucoup, là. C'est pour ironiser. C'est que vous avez agi, vous êtes devenu fou, vous n'avez pas regardé le match. Et on a regardé le match, on a dit, mais ça c'est bizarre, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre, ça c'est faux. Pour info, des top 10 des performances au scoring dans l'histoire des Jeux Olympiques, on peut même parler du top 8, il en a 6. 55, le deuxième c'était Luka Doncic avec 48, Paulo Binskas avec 48, et derrière c'est 46, 46, 45, 44, 44. Voilà. C'était important parce que j'imagine que sur les réseaux sociaux, vous avez eu probablement un post de quelqu'un ou un truc qui a été retweeté ou peu importe. Mais si vous ne connaissiez pas cet homme dans l'histoire du basket international, c'est non seulement un grand monsieur, un homme qui était apprécié de tous, mais c'était un joueur de basket absolument faramineux, comme on n'en fait plus. Donc voilà. Mais Bam Adebayo, là, arrête un peu. Là. Vous savez pourquoi Bam Adebayo, il nous... Tu sais pourquoi? Non, mais tu sais, quand je dis tu arrêtes un peu... C'est pour rire. Non, je sais bien, mais tu sais pourquoi je dis arrête un peu? C'est du style, t'en dis pas assez. Quand je dis arrête un peu, c'est me lance même pas là-dessus, t'en dis même pas assez. Parce que c'est les déclarations qu'il est en train de faire continuellement là, à l'heure actuelle. Les sorties dans les podcasts, les interviews, ce qu'il pense de lui-même et ce qu'il dit de lui-même après ce match-là. Ça y est. Non, mais bon. Mais c'est trop. C'est trop. Mais après, hein, on a autorisé un monstre à être créé. Vous attendiez à quoi? Que le mec ait une vague d'humilité qui s'empare de son être? Non, ça allait pas se passer. Après, comme ça. bon, c'est de bonne guerre. On voit des mecs en départemental, ils mettent un buzzer beater, ils font des trucs à la Michael, genre des célébrations à la Jordan, tu vois. Tu dis, calmez-vous les mecs. C'est un buzzer beater dans tous les cas. Mais non, mais bon, on croirait, tu vois. Ouais, c'est comme Ali avec les Cavs qui gagnent un match. Aïe. Ali, c'est quoi la suite là? Tranquille. C'est parce qu'il n'y a pas les briques. Il reste une série. Il reste une série. On a oublié quelqu'un? Ouais, Portland Spurs. Wemby? Waouh. Là, super idée d'avoir mis. À gauche. Parce qu'on est tous d'accord dessus. S'il vous plaît. C'est pour ça, moi, à un moment donné, tu voulais parler de quoi? Oui, j'ai oublié de le mentionner. Pardon. C'était fait exprès? Non. Vraiment, c'est pas 4-0. Non, en fait, moi, je trouve ça intéressant. Déjà, ça va être intéressant parce que ça fait 6 ans qu'ils sont pas allés en playoff. Donc, faut quand même le souligner. Okay. C'est la nouvelle équipe, c'est la nouvelle génération des Spurs. On l'a vu, porté par Wemby, mais porté par tout un système des Spurs. Ça va être intéressant. Maintenant, Portland. Non, je t'arrête tout de suite. T'as vu ce que t'as dit au niveau de Détroit, là? La défense, ci et ça, comment t'as balayé ça, là? T'es en train d'essayer de trouver une argumentation. Genre, la défense de San Antonio, elle est pas monstrueuse. Elle est monstrueuse. Mais quand je compare Orlando et Portland, en fait, c'est juste que je trouve que même dans l'état d'esprit, l'âme de Portland, elle est bien meilleure que celle d'Orlando. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y aura un écart de 7 points sur la conscience. Maintenant, comme je le dis, hein, San Antonio va gagner la série assez aisément. Je dis pas qu'il y aura du 4-2, 4-3. C'est maximum 4-1. Pour moi, maximum 4-1. Donc toi, tu crois dans le fait que Portland en prenne un. Allez, c'est quoi? C'est Portland. Je l'espère aussi. Même si parce que, mais sur la base de quoi? Le seul moyen que le Portland puisse prendre un match, il y a plusieurs choses déjà. Je pense que déjà, est-ce que le banc va faire le boulot? C'est-à-dire les Jeremy Grant, c'est les Robert Williams, c'est ceux qui sont sur le banc, faut qu'ils fassent le taf parce que San Antonio, ils sont pas que 5 joueurs. Ils ont même pas, c'est 7-8 joueurs qui vont scorer, qui vont être là tous les soirs. D'ailleurs, première équipe de l'histoire de la Ligue à avoir 8 joueurs qui tournent à 10 points sur une saison. Cette série parce que il faut aussi donner les fleurs aussi aux Spurs qui a fait une excellente saison régulière. Oui. Ensuite, Wemby, faut le fatiguer. Faut lui imposer un défi physique. Il aime pas encore ça. Il s'habitue, il est plus physique qu'auparavant. Et qui va faire ça à Portland? Non, mais il est là. Moi, je donne les clés. Pour abolir la faim dans le monde. Pour arrêter les guerres. Et après, tu connais, c'est une équipe, c'est par exemple, sur un match où, à 3 points, tu t'es peut-être à 50%, ça arrive. Le seul mec qui pouvait jouer, le seul mec qui peut jouer physique à Portland, face à Wemby, il est sur le côté en train de coacher. C'est le seul qui aurait pu faire le mec physique avec Wemby à Portland. Voilà. Aïe. Mais donc voilà, c'est Portland, j'aurais aimé, enfin, pour leur saison, que ça se finisse pas contre les Spurs comme ça, c'est assez rapidement. Mais bon, de toute façon, c'était soit les Spurs, soit OKC, donc c'est pas une série qu'ils allaient gagner dans tous les cas. Mais j'ai hâte de voir ce que va proposer les Spurs, en tout cas, dans ces playoffs. De la continuité de ce qu'ils ont fait en saison régulière. Pour moi, c'est parfait parce que c'est une belle
entrer en matière pour eux. C'est pas un match-up tout de suite difficile, comme tu l'as dit. Il y a pas d'expérience de playoff du tout. D'Aaron Fox, il a fait les playoffs, ouais. Non, Harrison Barnes, il a. Harrison Barnes, bien sûr. Donc il y a un peu d'expérience de playoff, mais il faut que tout le monde goûte à ce parfum de playoff. C'est plus serré, c'est plus dur, etc. Minnesota derrière, oui. Mais tu sais, il faut relancer la machine, que tout le monde prenne conscience que ah ouais, ok, là on a survolé la saison, là c'est beaucoup plus difficile, faut qu'on se mette au diapason. Mais je pense que vu les loustiques qu'il y a là-bas, là, les mecs sont déjà assez concentrés. Il faut pas qu'ils vendent la série trop tôt aussi, qu'ils se disent déjà bon, c'est quoi le match prochain, c'est quoi la série prochaine. C'est pas l'état d'esprit de l'équipe. Hein. Mangez ces gars-là comme vous devez les manger, pause, et après. 4-0, merci. Au revoir. On peut passer à autre chose, s'il vous plaît. Passons, on traverse l'Atlantique. Hein. Pendant que la NBA fait son show, on a l'Euroleague qui s'apprête à régler ses comptes dans son Play-in Showdown. La NBA, c'était super. Hein. Merci. Avant de passer à l'Euroleague, abonnez-vous. Oh, c'est quel bruit ça? Voilà. Je te jure. God. On est sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, surtout Apple Podcast, tout. Écoutez-nous, s'il vous plaît.